Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 22 juin. Les États-Unis relèvent des signes de progrès à la suite des pourparlers avec l'Iran en Suisse avant une reprise des discussions techniques. Islamabad se félicite d'une atmosphère positive et constructive. Le président iranien Massoud Pezeshkian se rend demain au Pakistan, voisin, médiateur dans les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Une visite pourtant portant sur la poursuite des consultations entre les deux pays. Et puis Coupe du Monde 2026, l'Algérie jouera pour la gagne demain face à la Jordanie après la cuisante défaite 3-0 face à l'Argentine. Bonsoir à tous. La délégation iranienne qui a participé hier en Suisse à des pourparlers avec les États-Unis sous médiation du Pakistan et du Qatar est rentrée ce lundi à Téhéran avant une reprise des discussions techniques. Des pourparlers à l'issue desquels les États-Unis ont annoncé avoir suspendu pour 2 mois leurs sanctions visant le pétrole iranien et assuré que l'Iran accueillerait à nouveau des inspecteurs nucléaires. Le vice-président américain J.D. Vance a d'ailleurs relevé des signes de progrès. Nous avons réalisé de grands progrès. Nous avons atteint nos objectifs, à savoir 4 objectifs pour le peuple américain. Premièrement, nous souhaitons mettre en place un mécanisme pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert. Nous avons constaté, bien sûr, une baisse des prix du pétrole et de l'essence et des millions de barils de pétrole brut et de gaz naturel transitent désormais par le détroit d'Ormuz, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais nous voulions également nous assurer de la mise en place d'un mécanisme de coordination pour diminuer le détroit d'Ormuz afin que face aux conflits inévitables, nous puissions les résoudre par la voie diplomatique plutôt que de laisser la situation dégénérer. C'est précisément ce que nous avons fait hier. Deuxièmement, nous souhaitons également mettre en place un mécanisme similaire pour la déconfliction dans le cadre du cessez-le-feu régional. Comme l'a dit le président des États-Unis lui-même, parfois un cessez-le-feu signifie simplement une diminution des tirs, mais nous voulions nous assurer de la mise en place d'une coordination efficace afin qu'en cas de tir, si le Hezbollah tire sur Israël ou si Israël le riposte, ou en cas d'autres conflits dans la région, nous puissions dialoguer et trouver des solutions pour mettre fin aux tirs et renforcer la sécurité de la région, de nos alliés et de tous les autres. Nous avons également mis en place ce mécanisme. Troisièmement, et c'est probablement ce qui nous enthousiasme le plus en tant qu'Américains, les Iraniens ont accepté d'inviter à nouveau les inspecteurs de l'AIA dans leur pays. Il s'agit d'une étape majeure pour le peuple américain et d'un premier pas vers la dénucléarisation définitive, c'est-à-dire l'arrêt définitif du programme d'armement nucléaire iranien. J.D. Vance a par ailleurs qualifié les pourparlers en Suisse de base très solide pour une fin définitive à la guerre au Moyen-Orient. Nous avons posé des bases solides pour un accord final réussi. Cet accord final, c'est comme la maison, nous avons établi les fondations. Nous n'avons pas encore construit la maison, mais nous avons posé des bases solides pour parvenir à une situation favorable pour le peuple américain. Je pense qu'il est important que nous prenions tout conscience du chemin parcouru, mais honnêtement, il reste encore beaucoup à faire. Nous continuons de progresser sur les négociations nucléaires et économique, de diminuer le détroit d'Ormuz et de veiller à ce que le trafic maritime reprenne progressivement. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais il reste du travail à accomplir et nous sommes pleinement engagés à le faire. L'Iran et les États-Unis ont accompli des progrès encourageants selon le Pakistan et le Qatar, les deux pays médiateurs dans les pourparlers en Suisse. Pour le Premier ministre pakistanais Shahbaz Sharif, les discussions se sont déroulées dans une atmosphère positive et constructive, notamment un accord sur une feuille de route en vue d'un accord final dans les 60 jours, la mise en place d'un comité de haut niveau chargé d'assurer la supervision politique et le lancement de nouvelles discussions techniques.
Et dans la foulée, le président iranien Massoud Pezeshkian se rendra demain au Pakistan voisin, médiateur, je vous le rappelle, dans les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Cette visite annoncée le lendemain des discussions en Suisse entre Téhéran et Washington portera notamment sur la poursuite des consultations entre les deux pays. Par ailleurs, le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, Abdel Nasser Hammati, a confirmé que des progrès notables avaient été accomplis concernant le dégel des avoirs iraniens et que les protocoles d'accord nécessaires avaient été signés lors de ce cycle de négociations sur la base de l'accord de Doha. Il a aussi souligné que l'utilisation progressive de ces ressources financières débuterait dans les prochains jours, conformément aux conditions, décisions et directives de la Banque centrale d'Iran. L'entité sioniste poursuit son agression génocidaire contre la bande de Gaza. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, 3 martyrs et 11 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Et depuis le 7 octobre 2023, le bilan des victimes de ce génocide s'est alourdi à 73 035 martyrs et 173 368 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Et des Palestiniens ont inspecté ce lundi les dégâts causés aux véhicules dans la ville de Gaza à la suite d'une frappe de l'entité sioniste, suite à laquelle une personne est tombée en martyr et 3 autres ont été blessés selon les secouristes. Par ailleurs, un enfant et un adolescent palestiniens sont tombés en martyr ce matin sous les balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Beit Omar, au nord d'El Khalil, en Cisjordanie occupée, près d'une colonie construite sur des terres palestiniennes. Un autre jeune homme a également été blessé par les forces de l'occupation dans la ville et transporté à l'hôpital pour y être soigné. Au Qatar, à présent, au moins 13 personnes ont trouvé la mort et 66 autres ont été blessées dans l'explosion survenue hier soir à la cité industrielle de Ras Laffan, principal centre de traitement de gaz naturel liquéfié du pays. L'explosion attribuée à un incident technique s'est produite lors du démarrage d'opérations à la cité industrielle. Le dimanche 21 juin 2026, vers 22h30, une explosion suivie d'un incendie s'est produite à l'installation de distribution de gaz de Barzan, située dans la zone industrielle de Ras Laffan et exploitée par Qatar Energy LNG. Je tiens à souligner qu'il s'agissait d'un accident et non d'un acte de sabotage ou d'une action hostile. Malheureusement, je me vois aujourd'hui contraint d'annoncer une nouvelle que j'espérais ne jamais voir se réaliser. La perte tragique de 13 de nos compatriotes de nationalité indienne et pakistanaise. 66 personnes ont été blessées et reçoivent des soins médicaux. Leurs jours ne sont pas en danger. Nous avons lancé une enquête approfondie afin de déterminer les causes de ce regrettable incident. Je tiens à préciser que les installations de Qatar Energy LNG, le port de Ras Laffan et les autres opérations logistiques de Ras Laffan ne sont pas affectées par cette explosion et cet incendie et que nos capacités d'exportation ne seront en aucun cas impactées. Dans l'actualité aussi, le président algérien Abdelmajid Tebboune a procédé cet après-midi au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger à l'inauguration de la 57e édition de la Foire internationale d'Alger, organisée cette année sous le slogan « Confiance et stabilité pour une croissance durable » avec la participation d'opérateurs économiques et d'entreprises nationales et étrangères. Le président algérien a entamé sa visite au niveau du pavillon d'Espagne
invité d'honneur de cette édition qui participe avec plusieurs entreprises économiques avant de s'arrêter au niveau du stand du ministère de la Défense nationale et de poursuivre sa visite par les pavillons du Tchad, de la Tunisie et du Sultanat d'Oman qui participent à cette manifestation à travers de nombreuses entreprises activant dans divers filières et secteurs. L'actualité de ce lundi, c'est aussi le ministre d'État, ministre algérien des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, qui a eu ce lundi dans la capitale jordanienne Amman plusieurs entretiens en marge de la réunion ministérielle arabe consultative et des travaux de la reprise de la 165e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel. Ainsi, Attaf s'est entretenu avec son homologue tunisien Mohamed Ali Nafti, irakien Fouad Hossein, ainsi qu'avec le chargé de gestion des affaires au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen Tahar El-Baour. Outre la coopération bilatérale, le ministre algérien des Affaires étrangères a évoqué avec ses homologues des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, la sécurité et la coopération dans le bassin méditerranéen. Encore les derniers développements au Moyen-Orient et dans la région du Golfe, saluant la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis au regard de son impact positif sur la préservation de la paix et la sécurité régionale. Santé en Afrique, le virus Ebola continue de se propager sur le continent. Le nombre de cas confirmés de cette fièvre en République démocratique du Congo a dépassé 1000 avec un taux de mortalité de plus de 25%. Les détails avec Amal Ameziane Zitouni. Au milieu de cette foule en deuil, l'équipe funéraire transporte plusieurs cercueils. Ce sont les victimes de la maladie d'Ebola qui se propage de plus en plus rapidement au Congo. Au moins 30 personnes sont mortes depuis début mai dans un camp de déplacés du nord-est du pays. Un taux de mortalité sans précédent selon les responsables du camp. Kato l'ONU a tragiquement perdu 2 de ses enfants, dont un nourrisson de 6 mois dans le camp de déplacés de Kiganz, situé à Bunia, dans la province de l'Ituri, devenu l'un des points chauds de l'épidémie. Ce père de famille qualifie la situation de catastrophique. La situation que nous vivons ici au camp, c'est catastrophique. On n'a pas les moyens, on est dépourvu de tout. Mais quand j'ai perdu mes enfants, j'ai douté de la maladie que mon enfant aussi a eu. Parce que l'enfant était très bien. L'enfant avait souffert bien sûr. Ça avait commencé l'enfant comme une fièvre comme ça. Mais à un moment donné, l'enfant avait réchité seulement. Et l'enfant a commencé à vomir. Et cet vomissement, ce que l'enfant vomissait là ne venait pas. Alors avec cela, la chaleur avait pris l'enfant. L'enfant était chalé, donc le corps était comme si on avait allumé le feu contre l'enfant. Kato indique que sa femme et ses 5 enfants survivants avaient quitté le camp par crainte des conséquences de la dégradation des conditions de vie. La situation de ce père de famille illustre la détresse des familles congolaises face au manque de moyens, à la surpopulation, à la promiscuité des tentes en plastique et des systèmes sanitaires saturés qui aggravent la transmission par les fluides corporels. Parce que si nous voyons les soins n'existent pas ici. Les conditions de vie, les toilettes n'existent pas dans les poubelles sont remplies, les toilettes sont remplies. Il n'y a pas d'arrêt. Si vous entrez dans les toilettes, on peut rentrer aussi avec d'autres maladies de là et on peut revenir avec ça dans votre maison et vous pouvez contaminer facilement votre famille et même d'autres personnes. La réduction des financements étrangers expose de plus en plus les communautés à la maladie. Les données compilées par l'ONU montrent que le financement de l'installation des toilettes et des stations de lavage des mains au Congo a diminué de plus de la moitié entre 2024 et 2025 pour atteindre environ 38 millions de dollars et l'appel de fonds de 80 millions de dollars de cette année n'est financé qu'à hauteur de 21%.
Nouvel épisode dans le bras de fer commercial entre Pékin et Washington. La Chine a riposté aux sanctions américaines visant plusieurs géants technologiques chinois en ciblant à son tour des entreprises américaines de la défense, de l'aéronautique et des terres rares. Une réponse qui intervient pourtant dans un contexte de relative détente entre les deux puissances. Souhila Kilal. Le 13 mai 2026, le président américain Donald Trump atterrissait à Pékin. Une visite de 2 jours qualifiée d'historique. Beaucoup y voyaient un signe fort d'apaisement entre les deux puissances. Mais un mois après, les relations sino-américaines semblent avoir pris l'eau. La Chine durcit sa riposte commerciale en annonçant des mesures de rétorsion contre des dizaines d'entreprises américaines, notamment des secteurs de la défense et de l'aéronautique, et invoque la protection de sa sécurité nationale. Parmi les entreprises visées figurent USA Rare Earth, qui active dans les terres rares, ainsi que Red Cat et Aveox, les deux opérant dans la défense. Les autorités chinoises ont présenté ces mesures en partie comme une riposte à une liste noire d'entreprises chinoises publiée par le ministère américain de la Défense. En effet, il y a 2 semaines, le Pentagone avait publié l'actualisation d'une liste de dizaines d'entreprises considérées comme des compagnies militaires chinoises opérant directement ou détenues aux États-Unis. Les géants chinois Alibaba, Baidu et Bid ont été ajoutés à une liste antérieure. Sans mentionner formellement la liste noire du Pentagone, la Chine a par ailleurs annoncé interdire à ses administrations publiques et ses collectivités locales d'acquérir les produits de 46 entreprises américaines lors du passage de marchés publics. La réplique chinoise risque de compliquer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux plus grosses économies de la planète, alors que le président chinois Xi Jinping est attendu à Washington cet automne. Au Royaume-Uni, le Premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé sa démission après des mois de pression et son principal rival Andy Burnham semble plus que jamais en position de force pour lui succéder à la tête du Labour et à Downing Street. Réagissant à cette annonce, l'Union européenne a indiqué que les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne resteraient fortes et réévaluer la possibilité de maintenir leur sommet prévu le 22 juillet prochain à Bruxelles. Tout d'abord, permettez-moi de dire concernant la démission du Premier ministre Starmer ce matin que le président apprécie la dignité et la grâce dont il a fait preuve. Vous avez peut-être vu le message que le président a publié en ligne ce matin après l'annonce de sa démission, et je cite « Il faut souvent des années à de nombreux dirigeants pour devenir l'homme d'État que vous êtes devenu, vous, Premier ministre Starmer, en seulement 2 ans. La sécurité de l'Europe et de l'Ukraine est plus forte grâce à vous. Merci, cher Keir. » Le président tenait donc à saluer la contribution du Royaume-Uni et du Premier ministre lui-même au renforcement de la sécurité de l'Europe et de l'Ukraine, notamment grâce à tous ses efforts au sein de la coalition des pays volontaires, grâce à son engagement pour le renforcement de la défense européenne et de nos relations avec le Royaume-Uni qui resteront solides. Un début d'été pas comme les autres s'annonce en Europe. La France, confrontée à une vague de canicule avec 49 départements plutôt, a été endeuillée par la mort de 2 jeunes enfants. La moitié du pays est confinée en vigilance rouge. De Paris à Londres, l'Europe bascule dans l'urgence sanitaire. Maria Chouillard. Depuis plusieurs jours, l'Europe étouffe sous une canicule historique. De l'Espagne à l'Allemagne, en passant par le Royaume-Uni, le continent tourne au ralenti. Le thermomètre s'affole à nouveau, réveillant de mauvais souvenirs dans un pays peu habitué à de telles extrémités. Je pense que la chaleur au Royaume-Uni est différente du reste du monde. 36 degrés, ça va être insupportable. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 40 degrés il y a quelques années. C'était comme entrer dans un four. J'ai l'impression que ça pourrait se reproduire, mais au moins ça fait sortir tout le monde. Ce n'est pas la fin du monde. Je suppose que le réchauffement climatique est évidemment très préoccupant et oui, c'est inquiétant pour l'avenir. Je crois que toute l'Europe est en proie à une vague de chaleur intense. Donc je suppose que nous allons devoir changer beaucoup de choses dans nos habitudes.
En France, la situation bascule dans la tragédie. Le bilan humain s'alourdit dramatiquement. À Carpentras, dans le sud du pays, 2 enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts cet après-midi à l'intérieur d'une voiture. La moitié du pays, soit 49 départements, est désormais placée en vigilance rouge. Les autorités craignent un scénario similaire à la canicule meurtrière de 2003. Surtout que les fortes chaleurs ont déjà causé la mort de 3 personnes âgées et provoqué au moins 13 noyades ce week-end. Ici, locaux et touristes adaptent leurs rendez-vous et leur calendrier pour fuir les heures les plus critiques de la journée et se réfugier sous l'ombre salvatrice des parcs. C'est un peu étouffant quand même. On a la chance qu'il y ait un peu de vent déjà. Et puis on essaye de se mettre dans des endroits frais où c'est climatisé. Parce que c'est vrai que la chaleur, dans les endroits comme ça, c'est assez insupportable en fait. C'est agréable quand même. Il ne faut pas négliger que la chaleur est agréable. Mais on a la chance d'avoir du vent. On s'adapte, on profite malgré tout, car la vie continue. Mais derrière les sourires de façade, une inquiétude plus profonde s'installe sur le long terme, celle de voir ces canicules extrêmes devenir la norme de nos prochains étés. Il fait une chaleur torride et heureusement que la ville de Paris offre de l'eau gratuite. Alors, nous nous arrêtons à chaque fontaine pour nous rafraîchir et boire un peu d'eau pour rafraîchir le bébé. Il fait vraiment très chaud, mais nous profitons tout de même de la ville. Partout en Europe, il fait également chaud, mais nous ne nous y attendions pas. Nous avons réservé le voyage il y a un certain temps. Nous ne pensions pas qu'il ferait aussi chaud et aussi tôt. Face à cette surchauffe globale, l'Europe et le monde entier prennent conscience qu'ils ne traversent pas une simple crise passagère, mais un changement d'époque. L'été ne fait que commencer et le monde doit déjà apprendre à survivre sous des températures extrêmes. Allez, parlons sport. Coupe du Monde 2026. Après la douche froide subie face à l'Argentine, 3-0. Pour son entrée en lice, l'équipe d'Algérie n'aura d'autre choix que de gagner demain face à la Jordanie. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Dos au mur après la lourde défaite concédée d'entrée face à l'Argentine. L'Algérie joue déjà sa survie dans ce mondial. Contre la Jordanie, les Verts n'ont plus le droit à l'erreur. Il faut vaincre pour chasser les doutes et rallumer l'espoir. Penso, prima cosa, certi errori non possiamo noi. Ce serait un match très important, voire crucial, qui pourrait nous donner un avantage considérable pour accéder au tour suivant face à un adversaire redoutable, une équipe très équilibrée et compacte dans son jeu et qui mise beaucoup sur le physique. Nous avons nos propres atouts, nous avons analysé l'adversaire et nous chercherons des solutions pour remporter la victoire. Aujourd'hui, la frustration doit laisser place à la révolte. Les calculs sont simples pour maintenir intactes les chances de passer la phase de poule. Penso proprio di sì. Tutti I giocatori sono pronti. Je ne crois pas, je ne suis pas entièrement d'accord pour dire que ce match est décisif, car il y a un autre ensuite et jusqu'à la toute dernière seconde du troisième match, nous ne saurons pas avec certitude si nous sommes qualifiés ni quelle sera notre place dans le groupe. Nous sommes assurément déterminés à gagner, à poser les bases de notre qualification et à prendre notre destin en main. En face se dresse la Jordanie. Elle aussi a mal débuté le tournoi et promet de montrer un autre visage pour honorer sa toute première participation historique en Coupe du Monde. Autant dire que pour les Fennecs, ce ne sera pas une partie de plaisir. Depuis un certain temps, nous nous concentrons sur nos objectifs et notamment sur notre participation historique à la Coupe du Monde. Le premier match était crucial car il nous a permis d'entrer dans l'histoire. Notre manque d'expérience a été déterminant et le score final ne reflète pas notre performance. Désormais, la pression du match d'ouverture est retombée. Les joueurs sont plus sereins et ont davantage confiance en leur potentiel. Le match contre l'Algérie s'annonce difficile et très différent de celui contre l'Autriche. Si les Verts abordent ce match avec la pression du résultat, et Nachama de son côté sait qu'ils ont un coup historique à jouer. L'Algérie n'est jamais aussi dangereuse que lorsqu'elle est blessée dans son orgueil. Face à son destin, la balle est désormais dans son camp. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.